Bonsoir, bienvenue sur la voix de Morgane. Comme je vous l'annonçais, je fais une autre vidéo pour le chapitre 26. J'ai vu qu'il était assez court, donc je me suis dit que j'avais le temps de le lire avant de manquer vraiment trop de lumière. Et sinon, je vous ferai peur avec une lampe. Voilà. Alors, je me recule un peu. Je vais prendre le micro avec moi. Voilà. J'espère qu'il n'y a pas trop de moustiques. Pardon. Hop. Alors, allons-y. Chapitre 26. Jane Eyre, Charlotte Brontë. J'espère que vous allez bien. Je vous le demande quand même puisque moi je viens de vous quitter alors. Mais comme c'est une nouvelle vidéo, je vous redemande. J'espère que... Enfin, je vous adresse ce souhait-là. J'espère que vous allez bien. Et que vous profitez de bons moments, de soirées douces et... je ne sais pas, calme. Allons-y. Chapitre... Ah mince, je viens de passer à l'autre. Chapitre 26. À 7 heures, Sophie vint m'habiller. Elle fut très longue dans l'accomplissement de sa tâche. Si longue que Mr. Rochester, impatienté sans doute par mon retard, fit demander pourquoi je ne descendais pas. Elle était précisément en train de fixer le voile dans mes cheveux avec une broche. Le simple carré de blonde, finalement. Dès que je le pus, je m'échappai en hâte de ses mains. « Attendez » cria-t-elle en français. « Regardez-vous dans le miroir, vous n'y avez même pas jeté un coup d'œil. » Je me retournai avant de franchir la porte et je vis quelqu'un revêtu d'une robe et d'un voile, qui me ressemblait si peu que je crus presque voir l'image d'une étrangère. Mais une voix appela « Jane !» et je m'empressai de descendre. Je fus reçue au bas de l'escalier par Mr. Rochester. « Petite flâneuse, dit-il, mon cerveau brûle d'impatience. Vous m'avez fait attendre si longtemps. » Il me conduisit dans la salle à manger, m'examina avec attention des pieds à la tête, me déclara belle comme Alice, et non seulement l'orgueil de sa vie, mais la joie de ses yeux, puis, tout en disant qu'il ne m'accordait que 10 minutes pour prendre mon petit déjeuner, il sonna. L'un des domestiques nouvellement engagés, un valet de pied, répondit à son appel. « John, prépare-t-il la voiture ?»« Oui, monsieur. »« Les bagages sont-ils descendus ?»« On est en train de les descendre, monsieur. » « Allez à l'église. Voyez si le pasteur Mr. Wood et le sacristain sont arrivés et venez me le dire. » L'église, le lecteur le sait, se trouvait juste après les grilles. Le valet de pied fut bientôt de retour. « Mr. Wood est dans la sacristie, monsieur. Il est en train de mettre son surplis. »« Et la voiture ? On a-t-elle les chevaux ? » ?»« Nous n'en avons pas besoin pour aller à l'église, mais il faut qu'elle soit prête à notre retour, avec les malles, tout bagage chargé, attaché et le cocher sur son siège. »« Oui, monsieur. » « Jane, êtes-vous prête ?» Je me levai. Il n'y avait ni garçon, ni demoiselle d'honneur, pas de parents. Pour nous attendre et faire cortège, personne, sauf Mr. Rochester et moi. Mrs. Fairfax se tenait dans le vestibule lorsque nous passâmes. J'aurais bien voulu lui parler, mais une étreinte de fer retenait ma main. J'étais entraînée à si grands pas que je pouvais à peine suivre. Il suffisait de regarder Mr. Rochester pour sentir qu'il ne tolérerait sous aucun prétexte une seconde de retard. Je me demande si jamais futur époux eut une expression semblable à la sienne, témoignant d'une pareille volonté dans l'accomplissement de son dessein, une résolution aussi opiniâtre. Quel hôte, sous un front pareillement inflexible, révéla jamais ses yeux aussi pleins de feu, aussi étincelants? Je ne sais si la journée était belle ou non. Je ne regardais ni le ciel ni la terre en descendant l'avenue. Mes yeux, avec mon cœur, avaient pour ainsi dire émigré dans l'être même de Mr. Rochester. J'aurais voulu découvrir la chose invisible sur laquelle il semblait fixer un regard courroucé et sauvage tandis que nous avancions.
J'aurais voulu connaître les pensées contre la violence desquelles il avait l'air de se débattre, refusant de leur céder. Au portillon du cimetière, il s'aperçut que j'étais hors d'haleine et s'arrêta. « Combien je suis cruel dans mon amour, dit-il. Reposez-vous un instant, appuyez-vous sur moi, Jane. » Je vois encore la maison de Dieu, vieille et grise, qui se dressait paisible devant moi, une corneille tournoyant autour du clocher, et au-delà le ciel tout rose en ce matin. Je me souviens aussi des tertres verts des tombes. Je n'ai pas oublié davantage les silhouettes de deux inconnus qui erraient parmi les monticules, lisant les épitaphes gravées sur quelques pierres tombales moussues. Je les remarquai parce que, dès qu'ils nous virent, ils contournèrent l'église par derrière pour entrer vraisemblablement par la porte latérale et assister à la cérémonie. Mr. Rochester ne les vit pas. Il regardait ardemment mon visage d'où le sang avait dû momentanément se retirer, car je sentais perler la sueur sur mon front et j'avais les joues, les lèvres froides. Quand je fus remise, ce qui ne tarda pas, il remonta doucement avec moi le sentier qui conduisait au porche de l'église. Nous entrâmes dans ce temple simple et tranquille où le pasteur en surplis blanc nous attendait devant le modeste autel avec le sacristain à ses côtés. Tout était silencieux. Seules deux ombres s'étaient glissées dans un coin retiré. J'avais deviné juste. Les étrangers étaient entrés doucement dans l'église avant nous et se tenaient à présent près du caveau des Rochester, nous tournant le dos et examinant à travers les grilles le vieux monument de marbre, terni par le temps, où un ange à genoux veillait sur la dépouille de Damer de Rochester, tué à Marston Moor au temps des guerres civiles, et sur celle d'Élisabeth, son épouse. Nous prîmes nos places à la table de communion. Entendant un pas discret derrière moi, je regardai par-dessus mon épaule. Un des étrangers, un gentleman, selon toute évidence, s'avançait vers le sanctuaire. Le service commença. Après la lecture de l'exposé sur les fins du mariage, le pasteur avança d'un pas, s'inclina légèrement vers Mr. Rochester et poursuivit. Je vous demande et vous adjure tous deux, comme vous aurez à répondre au jour redoutable du jugement, quand les secrets de tous les cœurs seront révélés, de confesser présentement si vous connaissez un empêchement à votre union légale par le mariage, car soyez bien assurés que tous ceux qui sont unis en marge de la loi divine ne le sont pas par Dieu, et leur mariage n'est pas légitime. Il fit une pause, selon l'usage. Quand arrive-t-il que le silence qui succède à cette phrase soit rompu par une réplique? Peut-être pas une fois en un siècle. Le pasteur, qui n'avait pas levé les yeux de son livre et n'avait retenu son souffle qu'un moment, se disposait à continuer, la main déjà tendue vers Mr. Rochester, les lèvres entr'ouvertes pour demander « Consentez-vous à prendre cette femme pour légitime épouse ?» quand une voix distincte et très proche dit « Ce mariage est impossible, je déclare qu'il existe un empêchement. » Le pasteur leva les yeux sur celui qui venait de parler et demeura muet, ainsi que le sacristain. Mr. Rochester vacilla légèrement, comme si un tremblement de terre avait produit sous ses pieds une commotion soudaine. Mais, reprenant son équilibre, sans tourner la tête ni les yeux, dit « Continuez ». Un profond silence s'ensuivit. Le mot avait été prononcé d'une voix grave et sourde. Alors Mr. Wood dit à son tour « Je ne puis continuer sans rechercher si cette déclaration est vraie ou fausse. » « La cérémonie ne peut continuer, » reprit la même voix derrière nous. « Je suis en mesure de prouver ce que j'avance. Il y a un empêchement insurmontable à ce mariage. » Mr. Rochester avait entendu, mais il n'en tenait nul compte. Il demeurait là, debout, rigide, obstiné, sans faire un mouvement, si ce n'est de me prendre la main. Que son étreinte était ardente et froide, et forte, ardente et forte. Son front pâle, massif, résolu, était semblable à un bloc de marbre. En dessous, brillaient des yeux à la fois immobiles, circonspects et furieux. Mr. Wood avait l'air perplexe. « Quelle est la nature de cet empêchement ?» demanda-t-il. « Peut-être sera-t-il possible de passer outre après explication. » « Je ne le pense pas, lui fut-il répondu. J'ai dit qu'il était insurmontable et j'en parle en connaissance de cause.
L'inconnu s'avança, s'appuya sur la balustrade et poursuivit, articulant chaque mot distinctement, avec calme et fermeté, mais sans hausser le ton. Cet empêchement consiste simplement en un mariage antérieur, et la femme de Mr. Rochester vit encore. À ces mots prononcés à voix basse, mes nerfs furent ébranlés comme ils ne l'avaient jamais été par le tonnerre. Mon sang réagit à leur déchirante violence plus qu'il ne l'eût fait à la glace et au feu. Je demeurai cependant maîtresse de moi, sans courir le risque de m'évanouir. Je regardais Mr. Rochester, le contraignant à me regarder aussi. Le roc de son visage était sans couleur, le silex de ses yeux étincelait. Il ne désavouait rien. Il semblait vouloir défier toute chose. Sans une parole, sans un sourire, sans paraître reconnaître en moi un être humain, il passa seulement son bras autour de ma taille et me riva à son côté. « Qui êtes-vous » demanda-t-il à l'intrus. « Mon nom est Briggs. Je suis avoué à Londres, et vous avez la prétention de m'attribuer une femme ? Je vous rappelle l'existence de votre épouse, monsieur. La loi la reconnaît si vous ne la reconnaissez pas vous-même. Veuillez me donner quelques précisions sur elle, dire quel est son nom, quelle est sa famille et où elle réside. Certainement. » Mr. Briggs sortit tranquillement un papier de sa poche et lut d'une voix quelque peu sentencieuse et nasillarde. « Je déclare et puis prouver que le 20 octobre A.D., la date remontait à 15 ans, Edward Fairfax Rochester de Thornfield Hall dans le comté de et du manoir de Ferndean dans le comté de Angleterre, a épousé ma sœur Bertha Antoinette Mason, fille de Jonas Mason, négociant, et d'Antoinette, son épouse, créole, à l'église de Spanish Town, Jamaïque. Le procès-verbal du mariage se trouve dans les registres de cette église. Une copie en est présentement en ma possession. Signé Richard Mason. Cela, si le document est authentique, peut prouver que j'ai été mariée, mais non que la femme désignée comme mon épouse soit encore vivante. Elle était vivante il y a 3 mois, répliqua l'avoué. Comment le savez-vous? J'ai un témoin dont vous-même, monsieur, pourrez difficilement récuser la déclaration. Produisez-le ou allez au diable. Je vais d'abord le produire. Il est ici même, monsieur Mason, ayez la bonté d'approcher. En entendant ce nom, Mr. Rochester serra les dents et fut pris d'un violent tremblement convulsif. J'étais si près de lui que je sentis ce spasme de fureur ou de désespoir secouer tout son corps. Le second étranger, qui s'était tenu jusque-là à l'écart, s'avança. Un visage pâle se montra par-dessus l'épaule de l'avoué. Oui, c'était Mason lui-même. Mr. Rochester se retourna, lui lançant un regard terrible. Ses yeux, comme je l'ai souvent dit, étaient noirs, mais dans leur sombre éclat se voyait alors une lueur fauve, plus encore, comme si le feu qui brûlait dans son cœur était monté jusque dans ses joues olivâtres et sous son front blême pour s'y répandre. Il fit un mouvement, leva son bras vigoureux, il eût pu frapper Mason, le jeter violemment sur les dalles de l'église et d'un coup impitoyable retirer la vie à ce corps. Mais Mason se déroba, s'écriant d'une voix faible « Dieu bon !» Un froid mépris envahit Mr. Rochester. Sa colère s'évanouit, anéantie comme l'est la plante atteinte de la rouille. « Qu'avez-vous à dire ?» Une réponse que l'on ne put entendre s'échappa des lèvres blanches de Mason. « Le diable est de la partie si vous ne pouvez répondre distinctement. De nouveau, je vous demande, qu'avez-vous à dire ?» Monsieur, interrompit le pasteur, n'oubliez pas que vous êtes dans un lieu saint. Puis s'adressant à Mason, il lui demanda doucement. Savez-vous, monsieur, si oui ou non, la femme de ce gentleman vit encore? Courage, dit l'avoué en insistant. Parlez sans détour. Elle vit actuellement à Thornfield Hall, dit Mason, en articulant plus nettement. Je l'ai vue en avril dernier. Je suis son frère. Thornfield Hall, s'exclama le pasteur. C'est impossible, il y a longtemps que j'habite dans le voisinage. Monsieur, je n'ai jamais entendu parler d'une Mrs. Rochester à Thornfield Hall. Je vis un sourire amer tordre les lèvres de Mr. Rochester qui murmura.
Non, par Dieu, j'ai pris soin que personne n'entendît parler d'elle-même sous ce nom. Il s'absorba dans ses pensées, il tint conseil avec lui-même pendant 10 minutes, prit une résolution et dit « Cela suffit, tout va venir au jour d'un seul trait comme le boulet sort du canon. Wood, refermez votre livre, enlevez votre surplis. John Green, s'adressant au sacristain, quittez l'église, il n'y aura pas de mariage aujourd'hui. » Le sacristain obéit. Mr. Rochester continua avec dureté et d'un ton détaché. « La bigamie. Quel vilain mot. Et pourtant, j'ai eu l'intention d'être bigame. Mais le destin a déjoué mes plans, à moins, et je le crois plutôt, que ce ne soit la providence qui m'ait tenu en échec. Je ne vaux guère mieux qu'un démon présentement, et mon pasteur que voilà ne manquera pas de me le dire. Je mérite sans nul doute les plus sévères jugements de Dieu. Je mérite le feu inextinguible, et le ver qui ne meurt point. Messieurs, mon projet est anéanti. Ce que disent cet avoué et son client est vrai. Je suis marié et la femme que j'ai épousée est vivante. Vous dites, Wood, que vous n'avez jamais entendu parler d'une Mrs. Rochester vivant là-haut au manoir, mais sans doute avez-vous plus d'une fois prêté l'oreille à ce qui a été raconté sur la folle mystérieuse enfermée là, sous bonne garde. Certains vous auront chuchoté qu'elle est ma demi-sœur, une bâtarde, d'autres que c'est une maîtresse abandonnée. Je vous apprends à présent qu'elle est ma femme, que je l'ai épousée il y a 15 ans, elle s'appelle Bertha Mason. Elle est la sœur de ce résolu personnage qui, là, tremblant et blême, témoigne de quelle vaillance le cœur des hommes peut être animé. Courage, Dick, n'ayez pas peur de moi. J'aimerais autant frapper une femme que vous. Bertha Mason est folle, elle est issue d'une famille de fous, d'idiots, de maniaques depuis 3 générations. Sa mère, la créole, était à la fois folle et ivrogne, ainsi que je le découvris après avoir épousé sa fille, car les secrets de famille avaient été bien gardés. Bertha, en fille soumise, imita sa mère en tout point. Quelle charmante compagne j'ai eue, pure, sage, modeste. Vous pouvez vous imaginer quel homme heureux je fus. J'ai subi de savoureuses scènes, expériences paradisiaques que la mienne, si vous pouviez le savoir. Mais je ne vous dois pas d'autres explications, Briggs, Wood, Mason. Je vous invite tous à monter à la maison pour rendre visite à celle que garde Mrs. Poole. À ma femme. Vous verrez quelle sorte de créature m'a fait épouser en m'abusant, et vous jugerez si j'avais ou non le droit de rompre ce lien pour chercher de la sympathie auprès d'un être qui, du moins, était humain. Cette jeune fille, poursuivit-il en me regardant, ne connaissait pas plus que vous, Wood, ce répugnant secret. Elle croyait que tout était loyal, légitime, et n'a jamais pensé qu'elle allait tomber dans le piège d'une fausse union avec un misérable trompé lui-même et déjà lié à une partenaire exécrable, démente, pareille à une brute. Venez, vous tous, suivez-moi. Me tenant toujours serré contre lui, il quitta l'église, suivi des 3 messieurs. À la porte d'entrée du manoir, la voiture attendait. « Reconduisez-la dans la remise, John, dit froidement Mr. Rochester. Nous n'en aurons pas besoin aujourd'hui. » À notre arrivée, Mrs. Fairfax, Adèle, Sophie, Lee s'avancèrent pour nous saluer. « Que chacun fasse demi-tour à droite, s'écria le maître. Pas de félicitations. Pour qui serait-elle? Pas pour moi. Elles viennent 15 ans trop tard. » Il poursuivit son chemin et monta l'escalier sans cesser de me tenir par la main et de faire signe à ces messieurs de le suivre, ce qu'ils firent. Après avoir atteint le haut du premier escalier et longé la galerie, nous nous dirigeâmes vers le 3e étage. Mr. Rochester ouvrit une petite porte noire avec son passe-partout et nous introduisit dans la chambre tendue de tapisserie, avec son vaste lit et son grand meuble aux panneaux peints. « Vous connaissez cet endroit, Mason, dit notre guide. C'est ici qu'elle vous a mordu et frappé d'un coup de couteau. » Il souleva les tentures qui dissimulaient la seconde porte, qu'il ouvrit aussi. Dans une pièce sans fenêtre, brûlait un feu qu'entourait une haute et solide grille. Une lampe était suspendue au plafond par une chaîne. Penché sur ce feu, Grace-Poole semblait occupée à faire cuire quelque chose dans une casserole. Dans l'ombre épaisse, à l'autre extrémité de la chambre, une forme allait et venait. À première vue, on ne pouvait dire si c'était un animal ou un être humain. Cela semblait se traîner à 4 pattes, se jetant sur ce qui l'entourait, grognant comme une curieuse bête sauvage. Mais cette forme était vêtue.
Une masse de cheveux noirs grisonnants, épais comme une crinière, lui cachait la tête et le visage. « Bonjour, Mrs. Poole, dit Mr. Rochester. Comment allez-vous? Comment va votre malade aujourd'hui ?»« Nous allons assez bien, monsieur, je vous remercie, » répondit Grace en soulevant la casserole bouillante qu'elle posa avec soin sur une plaque à côté. Un peu hargneuse, mais pas furieuse. Un cri féroce parut donner un démenti à ce rapport favorable. Hyène portant vêtements se leva, se dressant de toute sa haute taille sur ses pieds de derrière. « Ah, monsieur, elle vous voit, » s'écria Grace, « vous feriez mieux de ne pas rester. » « Quelques instants seulement, Grace, accordez-moi quelques instants. »« Alors prenez garde, monsieur, pour l'amour de Dieu, prenez garde. » La démon poussa un rugissement, écarta de son visage ses mèches embroussaillées et dévisagea les visiteurs d'un regard effrayant. Je reconnus bien cette figure violacée, si très bouffie. Mrs. Poole s'avança. « Éloignez-vous, » dit Mr. Rochester en la repoussant. « J'espère qu'elle n'a pas de couteau en ce moment et je suis sur mes gardes. » « On ne sait jamais ce qu'elle a, monsieur. Elle est si rusée, il n'est pas au pouvoir d'un mortel de pénétrer sa malice. »« Nous ferions mieux de la laisser, » murmura Mason. « Allez au diable, » fut le conseil que lui donna son beau-frère. « Attention » cria Grace. « Attention » cria Grace. Non, toujours pas. Les trois hommes reculèrent en même temps. Mr. Rochester me rejeta derrière lui. La folle fit un bond et rageusement le saisit à la gorge tout en essayant de lui mordre la joue. Une lutte s'ensuivit. C'était une femme forte et corpulente, presque aussi grande que son mari, et qui fit preuve dans ce combat d'une force virile. Plus d'une fois, elle faillit l'étrangler, tout athlète qu'il fût. Avec un coup bien asséné, il aurait pu avoir raison d'elle, mais il voulait la maîtriser, non la frapper. Il finit par s'emparer de ses bras. Elle lui lia derrière le dos avec une corde que lui tendit Grace Poole et l'attacha à une chaise avec ce qui restait de corde disponible. Tout ceci se passa dans un paroxysme de hurlements sauvages et de soubresauts convulsifs. Mr. Rochester se tourna alors vers les spectateurs, les regardant avec un sourire amer et désolé. « Voilà ma femme, » dit-il. « Telles sont les seules étreintes conjugales que je connaîtrai jamais. Telles sont les caresses qui seront la joie de mes heures de loisir. Et voici ce que j'ai désiré posséder, dit-il, me posant la main sur l'épaule. Cette jeune fille qui demeure si grave, si calme au seuil de l'enfer, qui garde sa sérénité devant les contorsions d'un démon. Je la voulais précisément pour me changer de ce démon. Je la voulais précisément pour me changer de ce ragoût trop épicé. Wood et Briggs voyaient la différence. Comparez ses yeux limpides à ses prunelles rougies, ce visage à ce masque, ces formes à cette masse. Puis jugez-moi, ministre de l'Évangile et vous, homme de la loi, rappelez-vous que vous serez jugé sur votre jugement. À présent, hors d'ici, il faut que j'enferme mon trophée. Nous nous retirâmes tous. Mr. Rochester demeura un moment après nous, donnant encore des ordres à Grace Poole. En descendant l'escalier, l'avoué s'adressa à moi. « Quant à vous, mademoiselle, dit-il, vous êtes exempte de tout reproche. Votre oncle sera heureux de l'apprendre si toutefois il est encore de ce monde, quand Mr. Mason retournera à Madère. »« Mon oncle? Que savez-vous de lui? Le connaissez-vous ?»« Mr. Mason le connaît. Mr. R. est, depuis plusieurs années, le correspondant de sa maison à Funshaw. Mr. Mason vient de regagner la Jamaïque, fit un séjour à Madère pour se soigner. Il se trouvait par hasard avec votre oncle lorsque celui-ci reçut la lettre avec laquelle vous lui annonciez votre projet de mariage avec Mr. Rochester. Mr. R. lui fit part de la nouvelle, car il savait que mon client que voici connaissait un gentleman du nom de Rochester. Mr. Mason, surpris et peiné, comme vous pouvez le supposer, lui révéla quelle était la situation réelle. J'ai le regret de vous dire que votre oncle est actuellement malade et alité. Étant donné la nature et le degré de sa maladie, il est atteint de consomption, il est peu probable qu'il puisse s'en relever. Il n'a donc pu venir lui-même, en toute hâte, en Angleterre pour vous tirer du piège dans lequel vous étiez tombé, mais a supplié Mr. Mason de ne pas perdre un instant pour prendre les mesures nécessaires afin d'empêcher ce faux mariage, et me l'a adressé pour que je lui prête assistance. J'ai fait diligence et je me félicite, comme vous-même bien certainement, de n'être pas arrivé trop tard.
Si je n'étais pas moralement certain que votre oncle sera mort avant que vous n'arriviez à Madère, je vous conseillerais d'y accompagner Mr. Mason. Mais au point où sont les choses, je crois que vous feriez mieux de rester en Angleterre jusqu'à ce que Mr. R vous ait écrit ou donné de ses nouvelles. Y a-t-il encore quelque chose qui nous retienne ici ? Demanda-t-il à Mr. Mason. Non, allons-nous-en, répondit ce dernier d'un ton anxieux. Et sans attendre de pouvoir prendre congé de Mr. Rochester, ils sortirent par la porte du vestibule. Le pasteur resta pour adresser à son hautain paroissien quelques avis ou reproches. Ce devoir accompli, il partit aussi. Je m'étais à ce moment retiré dans ma chambre et, par la porte entr'ouverte près de laquelle je me tenais, je l'entendis s'éloigner. Comme il n'y avait plus personne, je fermai ma porte, poussai le verrou afin que nul ne vînt m'importuner et me mis, non à pleurer, non à gémir. J'étais encore trop maîtresse de moi, mais à enlever machinalement ma toilette de mariée pour la remplacer par la robe de lainage que, la veille, j'avais cru porter pour la dernière fois. Puis, me sentant faible et lasse, je m'assis. Appuyant mes bras sur la table, j'ai laissé tomber ma tête et commençai à réfléchir. Jusque-là, je m'étais contentée d'écouter, de regarder, d'aller où l'on m'avait conduite ou entraînée, suivant partout, en haut, en bas. J'avais vu les événements se précipiter, les révélations succéder aux révélations. À présent, je réfléchissais. La matinée avait été assez tranquille, à l'exception de la courte scène avec la folle. Le débat à l'église s'était passé sans bruit, il n'y avait eu ni éclat de violence, ni vives altercations, pas de querelle, pas de défi, ni de provocation, pas de larmes, pas de sanglots. Peu de paroles avaient été prononcées. Une objection contre le mariage élevée avec calme, quelques brèves et sévères questions posées par Mr. Rochester, des réponses, des explications, puis l'évidence. Mon maître avait franchement avoué la vérité. Nous en avions vu la preuve vivante, les intrus étaient repartis, tout était terminé. J'étais dans ma chambre comme d'habitude, toujours la même, sans changement apparent. Je n'avais reçu ni coup ni blessure. J'avais bien tous mes membres. Et cependant, où était la Jane Eyre d'hier ? Qu'était devenue sa vie ? Qu'étaient devenues ses perspectives d'avenir ? Jane Eyre, femme ardente, pleine d'espoir, sur le point d'être épouse, était redevenue une froide jeune fille solitaire dont la vie était terne, les rêves détruits. Les frimas de Noël avaient fait leur apparition en plein été. Une tourmente de neige de décembre avait soufflé en juin. Les pommes mûres étaient recouvertes de glace, la neige amoncelée avait écrasé les roses épanouies. Un linceul de gel était étendu sur le foin des prairies et sur le blé des champs. Les sentiers, resplendissants de fleurs la nuit précédente, disparaissaient sous une neige où nul pas n'avait frayé le passage. Les bois feuillus et embaumés, tels les bosquets des tropiques qui, il y avait 12 heures, se balançaient au vent, s'étendaient à présent dévastés, tristes et aussi blancs que les forêts de pins de la froide Norvège. Toutes mes espérances étaient mortes, frappées par un impitoyable destin, ainsi que le furent en une nuit les premiers-nés des Égyptiens. Je considérais mes désirs tant caressés, hier si joyeux, si ardents, gisant raides, froids et livides, comme des cadavres dont la vie avait à jamais disparu. Cet amour que m'avait inspiré mon maître m'apparaissait comme son bien propre. Il frissonnait dans mon cœur comme un enfant malade dans un berceau glacé. La souffrance, l'angoisse s'étaient emparées de lui. Il ne pouvait plus se réfugier dans les bras de Mr. Rochester, se réchauffer sur sa poitrine. Oh, jamais plus il ne lui serait permis de se tourner vers lui. La foi était flétrie, la confiance détruite. Mr. Rochester n'était plus pour moi ce qu'il avait été, car il n'était pas tel que je l'avais imaginé, tel que je l'avais cru. Je ne voulais pas l'accuser, ne dire qu'il m'avait trompé, mais je ne pouvais plus le voir paré d'une irréprochable loyauté. Fallait fuir sa présence, cela était bien évident. À quel moment, comment, pour aller où ?
Je ne le voyais pas encore. Mais lui-même, je n'en doutais pas, me presserait de quitter Thornfield. Il ne pouvait avoir pour moi, semblait-il, une affection véritable. Il avait été la proie d'une passion passagère. Un obstacle s'était dressé, je n'étais plus rien pour lui. J'allais jusqu'à redouter de le rencontrer, ma vue ne pouvant manquer de lui être insupportable. Oh, que j'avais été aveugle, que ma conduite avait été légère. Mes yeux fermés étaient comme voilés. L'obscurité paraissait tourbillonner autour de moi et le flot de mes pensées n'était ni moins ténébreux ni moins confus. Indifférente à moi-même, prostrée, m'abandonnant, j'avais l'impression d'être étendue dans le lit desséché d'un grand fleuve. J'entendais au loin, dans les montagnes, d'abondantes eaux se donner libre cours. Je sentais le torrent des vallées, mais la volonté me manquait pour me relever, l'énergie pour fuir. Je demeurais là, épuisée, désirant ardemment mourir. Une seule pensée, tel un souffle de vie, faisait encore vibrer mon être. Celle de Dieu, qui me suggéra une muette prière dont les mots erraient çà et là dans mon esprit enténébré, prêts à être murmurés, mais que je n'avais pas la force d'articuler. Ne vous éloignez pas de moi, car le danger est proche, nul ne viendra me secourir. Il était proche en effet, et comme je n'avais pas joint les mains, ni fléchi les genoux, ni remué les lèvres pour supplier le ciel de l'écarter, il vint. Le torrent débordant, impétueux, fondit sur moi. Sa masse sombre et puissante qui m'écrasa n'était autre que la clairvoyante conscience de ma vie désolée, de mon amour perdu, de mes espérances détruites, de ma foi frappée à mort. Il est impossible de décrire cette heure cruelle, en vérité. Les eaux pénétrèrent jusqu'à mon âme, j'enfonçais dans la vase de l'abîme, je perdis pied, j'entrai dans les eaux profondes et les flots me submergèrent. Psaume 69, versets 2 et 3. Et je vais vous lire juste la note que je n'ai pas lue. Oui, un instant, s'il vous plaît. Oh, d'accord. En 1835, Charlotte, alors âgée d'un peu plus de 19 ans, alla comme institutrice chez Miss Wooler à Roe Head, où Emily l'accompagna comme élève. Ce fut alors que se produisit dans les environs de Leeds un événement qui passionna l'opinion. Une jeune fille institutrice dans une très respectable famille fut recherchée en mariage puis épousée par un monsieur qui occupait une position subalterne dans la maison de commerce à laquelle appartenait le maître de cette jeune fille. Un an après, alors qu'elle avait mis un enfant au monde, on découvrit que celui qu'elle appelait son mari était déjà marié. Le bruit courut que sa première femme était folle et que ce fait avait justifié à ses yeux son second mariage. Quoi qu'il en soit, la situation de l'épousée qui n'était pas l'épouse, de la mère irresponsable de l'illégitimité de l'enfant, suscita la plus profonde commisération. Il en fut parlé alentour, au loin à Roe Head comme ailleurs. Mrs. Gaskell's Life for Charlotte Brontë. Je crois avoir déjà dit que quelques-uns de ses amis survivants pensent que cet événement dont elle entendit parler pendant son séjour à l'école de Miss Wooler fut le point de départ de l'intrigue de Jane Eyre. Voilà. Très bien. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Là, il fait nuit. Je vais essayer de ne pas tomber dans l'eau. Et de ne rien faire tomber dans l'eau en partant et de ne rien oublier non plus. Voilà. Comment faire? Comme ça, voilà. Et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie pour votre écoute. Faites bien attention à vous, prenez soin de vous. Voilà. Je vous remercie. Beaucoup d'amour et de douceur. Et de loyauté. Voilà.